Les catcheurs ont l'air de véritables super-héros sur le ring, mais en coulisses, ce sont des gens ordinaires qui ont une famille, un conjoint, des enfants, tout ce qu'il y a de plus normal. Et oui, il arrive qu'ils partent trop tôt. Si ces familles sont souvent sous les feux des projecteurs lorsque leurs catcheurs sont en vie, les choses peuvent devenir très sombres une fois qu'ils sont décédés. Mais vous ne vous êtes jamais demandé ce que deviennent leurs femmes une fois qu'ils sont partis? Alors, restez dans cette vidéo pour découvrir ce qu'il est advenu des femmes des catcheurs de la WWE décédées. Pour commencer notre liste, nous avons une légende déchue qui date d'il y a bien longtemps, Owen Hart. Les nouveaux fans n'ont peut-être pas eu l'occasion de voir Owen pendant sa carrière active, car celle-ci s'est déroulée principalement dans les années 90, à l'époque de l'Attitude Era. Cependant, étant donné le nombre de querelles emblématiques dans lesquelles il s'est engagé, même les nouveaux fans ont dû entendre parler de lui à un moment ou à un autre. Au cas où vous ne le sauriez pas, Owen Hart fait partie de la longue liste des Hart qui ont réussi dans l'industrie du catch. La famille de Catch Hart a été fondée par le père d'Owen, Stu Hart, et a ensuite inclus des personnes comme Smith Hart, Bruce Hart, Keith Hart, Dean Hart, Ross Hart, Diana Hart et bien d'autres encore. Avec son frère aîné, Bret Hart, et son beau-frère, Jim Neidhart, ils ont formé la Hart Foundation au début des années 80. En fait, ils ont commencé à former une équipe jusqu'à ce qu'Owen se lance dans une carrière solo. Au cas où vous vous poseriez la question, la Hart Foundation en question est en fait la même écurie de la WWE que la Next Generation Hart Foundation, dans le territoire de développement de la WWE, Florida Championship Wrestling. Ou du moins, c'est tout à fait la même en ce sens qu'elle a été fondée par le neveu le plus âgé d'Owen et de Bret, Teddy Hart. Revenons à Owen. Après avoir rejoint la WWE à partir de la Stampede Wrestling en 1988, Owen a quitté la WWE pour travailler dans un certain nombre d'autres promotions dans le monde entier, de l'Allemagne au Japon. Après 2 ans d'absence, il est revenu dans la compagnie de Vince McMahon et c'est à ce moment-là que sa carrière a vraiment décollé. On se souvient d'Owen pour son rôle emblématique de Blue Blazer et on se souviendra toujours de lui comme de l'homme qui a eu une intense querelle à l'écran avec son frère aîné Bret. C'est vrai, juste avant d'entrer dans les détails avec sa femme, nous devrions voir comment il s'est débrouillé avec sa vraie famille de sang à l'écran. Et nous devons dire que les frères Hart ont offert aux fans l'une des meilleures intrigues de l'époque. Non pas à cause de l'histoire habituelle des frères et sœurs de l'équipe de tag team que nous avons souvent vue au fil des ans. Non. Ce qui a rendu leur histoire si amusante, c'est le fait qu'Owen était le frère envieux, essayant toujours de prendre le dessus sur Bret à de multiples occasions. Cependant, à part cette intrigue, Owen Hart n'avait pas vraiment de raison d'être jaloux de qui que ce soit. Le mec était vraiment bon. Nous parlons ici d'un ancien champion du monde poids lourd de l'USWA, de 2 champions intercontinentaux, d'un champion junior poids lourd de l'IWGP, d'un champion d'Europe, de 4 champions du monde par équipe et du roi du ring en 1994. Un nombre de récompenses bien trop important pour que quelqu'un reste dans l'ombre, si vous voulez notre avis. Malheureusement, Owen est décédé le dimanche 23 mai 1999, alors qu'il était encore au sommet de sa forme. Et le pire, tout s'est passé en direct à la télévision. Il s'agissait d'un événement de pay-per-view appelé Over the Edge, et Hart était censé faire un coup d'éclat en arrivant par le haut en utilisant un harnais pour se descendre au sol. Ce n'était pas la première fois que Hart faisait cette cascade, mais malheureusement, ce fut sa dernière, car le harnais qui devait le faire descendre au sol a eu des complications et il est tombé brusquement au sol. Une mort triste, tragique et inattendue que personne n'avait vu venir. Mais c'est ainsi. Alors que le personnage d'Owen Hart à l'écran était plutôt impitoyable lorsqu'il s'agissait de distribuer son large éventail de compétences à cet adversaire, dans la vraie vie, il était un père de famille aimant. Cela se reflète dans son mariage avec Martha Patterson, son amour de lycée, avec qui il a eu 2 enfants. Comme toute épouse aimante, Martha a été déchirée lorsqu'elle a appris la nouvelle de la mort de son mari. Elle a raconté qu'un peu plus tôt dans le week-end, Owen lui avait confié qu'il se sentait mal à l'aise à propos de son prochain match et qu'il avait ajouté quelque chose de complètement terrifiant. « Si jamais il m'arrivait quelque chose, je voudrais que tu trouves quelqu'un d'autre, surtout pour Athéna. Auge ira bien parce qu'il est très proche de toi. C'est Athéna qui aurait besoin de quelqu'un. »
On peut dire qu'Owen sentait que sa mort était proche et l'a même laissé entendre à sa femme, mais cela n'a pas empêché cette dernière de prendre sa mort avec choc, comme elle l'a dit lors de l'enterrement de son défunt mari. « Je ne suis pas amère, mais il y aura un jour où l'on fera les comptes, et c'est la dernière promesse que j'ai faite à Owen. » Fidèle à ses paroles, elle a porté plainte le mercredi 16 juin 1999 contre la WWE, Vince McMahon, les fabricants du harnais et les monteurs qui ont organisé la cascade. Son but est d'obtenir justice pour la mort de son mari. Cependant, Vince a tiré parti du fait que les contrats des catcheurs stipulent que la WWE ne peut être poursuivie que dans le Connecticut et que Martha a intenté l'action en justice à Kansas City. Pendant que Martha se battait, elle a également dû faire face aux réactions des membres de la famille Hart qui craignaient que Martha, en croisant Vince, ne ruine leur carrière. Certains membres de la famille sont même allés jusqu'à voler les documents juridiques de Martha pour les donner à McMahon. C'est dire si Martha était plus ou moins seule dans son combat pour la justice de son mari. Le samedi 31 juillet 1989, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'engager des poursuites pénales pour homicide involontaire. Après une bataille objectivement longue, Martha s'est rendue compte que le procès n'aboutirait qu'à une somme d'argent, et elle a donc accepté d'être payée. En fin de compte, elle a reçu un total de 18 millions de dollars. 10 millions lui reviennent, 3 millions à Athena et OG, et 2 millions aux parents d'Owen. Cependant, cela ne correspondait pas à la justice que Martha s'était fixée. Elle a donc créé la fondation Owen Hart, une organisation à but non lucratif qui aide les communautés en offrant des bourses aux étudiants dans le besoin, des logements aux familles à faible revenu, etc. En 2002, Martha a publié une biographie sur la vie d'Owen intitulée « Broken Hearts, la vie et la mort d'Owen Hart ». Aujourd'hui, le livre continue de raconter l'histoire d'Owen Hart et Martha dirige toujours la fondation Hart, même si cela fait plus de 20 ans. Un héritage imbattable, si vous voulez notre avis. Et bien que le cas suivant ne soit pas aussi historique que le précédent, il est tout aussi important de le mentionner. Le catcheur décédé dans ce cas est Umaga. Umaga est mort bien trop tôt, à seulement 36 ans. Mais le gars a fait trembler le monde du catch avant de partir. Ayant grandi dans l'environnement du catch, il a perfectionné ses compétences dans le centre d'entraînement de catch professionnel de ses oncles. Sur le ring, il a tout raflé, remportant des titres à droite et à gauche. Il a remporté 2 fois le titre de champion intercontinental, s'est emparé du titre All Japan Pro World Tag Team, a fait trembler la Heartland Wrestling Association à 2 reprises et a même décroché un certain nombre d'autres titres en dehors de la WWE. Le gars avait des compétences à revendre. Pas étonnant que la WWE ait fait des allers-retours avec lui. Umaga a été libéré de la WWE pour la première fois en 2003 après qu'une petite bagarre dans un bar ait dégénéré. Mais cela ne l'a pas arrêté pour autant. Il a trouvé son rythme de croisière à la All Japan Pro Wrestling pendant quelques années. Puis, en 2006, il est retourné à la WWE. C'est à ce moment-là qu'il est devenu Umaga. Il se peut qu'il s'agisse d'un changement de personnage ou de quelque chose d'autre. Mais lorsqu'il a fait son retour, c'était un tout nouvel homme. Et par nouvel homme, nous parlons d'une bête qu'aucun catcheur ne voulait avoir à affronter de face. De 2006 à 2007, il a enchaîné les victoires contre les meilleurs. Ce type a fini par battre John Cena, Triple H et même Shawn Michaels. Même lorsque Umaga a été transféré de Raw à SmackDown lors de la draft 2008 de la WWE, cela ne l'a pas dérangé du tout. Il a continué à apporter le même niveau d'intensité et d'impitoyabilité que les fans attendaient de lui. Malheureusement, son contrat a été résilié en 2009 parce qu'il n'avait pas satisfait à la politique de bien-être. Cette fois, il a été révélé qu'Umaga avait pris des substances interdites. Et pour ne rien arranger, il n'a pas souhaité suivre une cure de désintoxication, si bien que la WWE a dû se séparer de lui. Mais ce n'est pas la fin du catch pour lui. Il est apparu lors de la tournée Hulkamania en Australie, où il s'est battu sur le ring sous le nom d'Osu Fatu. Le gars ne pouvait pas rester à l'écart de l'action. Cependant, la consommation de drogue a contribué à la fin tragique de Fatu le 4 décembre 2009. Sa femme l'a trouvé affalé sur le canapé de leur maison de Houston, au Texas, du sang coulant de son nez.
Elle a appelé le 911 et l'a emmené en ambulance à l'hôpital. Les médecins ont compris qu'il était victime d'une crise cardiaque et ont essayé de faire fonctionner son cœur, mais en vain. Il est resté sous respirateur artificiel pendant une journée entière avant qu'une nouvelle crise cardiaque ne l'emporte pour de bon. Et c'est ainsi que le jeune catcheur s'est éteint à l'âge de 36 ans. C'est triste. Il s'avère que la mort de Fatu est due à un mélange d'hydrocodone, de carisoprodol et de diazépam dans son organisme. Pour clarifier les choses, il s'agit essentiellement d'analgésies et de relaxants musculaires. Fatu souffrait également de maladies cardiaques et hépatiques, toutes dues à son habitude de consommer des drogues. En plus de trouver son mari dans un tel état et de devoir faire face à son décès, la femme de Umaga a dû faire face à de sérieux problèmes financiers après qu'il ait rendu l'âme. Certains collègues de Umaga, comme Chris Jericho, l'ont aidé. Dans une vidéo YouTube, elle mentionne que Jericho lui a donné 5 000 $ après le décès inattendu de son mari. Mais c'était il y a longtemps, cela fait 15 ans, et on peut dire que LT n'a plus à se battre ou à s'inquiéter pour ses finances vu que cet enfant se porte bien, et que l'un d'entre eux, Zilla, envisage également une carrière dans le catch. Ensuite, nous avons la femme d'Eddie Guerrero, Vicky Guerrero. Sisdela n'était pas seulement connue sur le ring, mais aussi en dehors. La mort d'Eddie Guerrero a frappé tout le monde. Personne ne l'a vu venir, ce qui a rendu la tâche encore plus difficile pour ses fans, sa famille et ses collègues. Et honnêtement, qui pourrait les blâmer? Eddie était une figure emblématique du catch. Six répliques emblématiques Cheat to Win et I Lie, I Cheat, I Steal montrent à quel point il mettait du cœur et de l'âme dans le catch. Il donnait tout ce qu'il avait, sans retenue. Et il avait des accomplissements à faire valoir. 1 fois champion de la WWE, 4 fois champion par équipe, 2 fois champion intercontinental, le premier champion des États-Unis de la WWE, 2 fois champion d'Europe, 6e champion du Grand Chelem de la WWE. Et non, ce n'est pas tout. Bien qu'il soit décédé en 2005, il a été intronisé au Hall of Fame de la WWE. Même si vous n'étiez pas là à l'époque, vous ne pouvez pas nier qu'Eddie était un grand homme de cette industrie. Eddie a commencé son parcours à la WWE, à la fin de l'Attitude Era, en 2000. Il a côtoyé des légendes comme Chris Benoit, Dean Malenko et Perry Saturn. Venant de la WCW, il n'a pas tardé à faire parler de lui en remportant le championnat d'Europe de la WWF dès son arrivée. Il a ensuite remporté le championnat intercontinental de la WWE et de nombreux autres titres. Eddie n'était pas seulement apprécié pour ses talents sur le ring. Il avait aussi une histoire avec Rey Mysterio qui mettait le feu aux poudres. C'est l'une de cette intrigue qui a propulsé toute sa famille sous les feux des projecteurs à la WWE, donnant aux fans un aperçu de Vicky et de leur fille. Vicky n'était même pas intéressée par le catch jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse d'Eddie, étant avant tout une pom-pom girl de football américain. Ainsi, non seulement cette histoire a mis en avant Eddie à l'époque, mais elle a également permis à sa femme d'entrer sur la scène de la WWE après le décès inattendu d'Eddie en 2005. Avec les projecteurs soudainement braqués sur elle, Vicky s'est retrouvée avec un nouveau rôle, d'abord en tant qu'animatrice, puis en tant que manager. Vicky a dû vraiment ressentir l'impact de la mort de son mari, surtout si l'on considère leur parcours. Ils s'étaient séparés quelques années plus tôt et les choses semblaient assez définitives. D'autant plus qu'Eddie était passé à une autre relation et avait même eu une fille avec quelqu'un d'autre. Mais en 2004, ils se sont retrouvés et ont renouvelé leurs vœux. Malheureusement, leur bonheur a été de courte durée en raison du décès prématuré d'Eddie. Après cela, Vicky s'est concentrée sur son travail avec la WWE et plus tard, sa fille Shaul a suivi sa passion pour le catch et a rejoint la WWE en 2010. Cependant, Shaul a dû quitter la WWE en 2014 en raison d'un trouble de l'alimentation, ce qui a été un signal d'alarme pour Vicky. Elle a décidé de s'éloigner de la WWE la même année et a annoncé son mariage avec Chris Benson. Au début, Vicky a annoncé ses plans post-WWE pour commencer une carrière dans l'administration médicale en tant que jeune mariée. Mais elle a pris un chemin différent et a fait son chemin dans l'AEW en 2019 en tant que commentateur. Puis, à l'improviste, en juillet 2020, elle s'est présentée en tant que manager invité de Nyla Rose.
Cependant, son contrat avec l'AEWF s'est terminé en juillet dernier. Et même avant cela, elle a fait comprendre à tout le monde qu'elle n'avait pas l'intention de faire son retour à l'AEWF. Son plan d'avenir comprend un projet télévisuel qui n'a pas encore été annoncé. De plus, elle est occupée à travailler pour HSN et à faire des vagues en tant qu'influenceuse. Après avoir subi un tourbillon médiatique pendant plus d'une décennie suite à la perte de son premier mari, Vickie reprend sa vie en main et s'épanouit. Passons maintenant à la partenaire d'un autre catcheur qui est resté lié à la WWE même après le décès de son conjoint. Il s'agit de The Ultimate Warrior et Dana Warrior. Certes, The Ultimate Warrior avait quitté la scène de la WWE depuis un certain temps avant son décès, mais cela n'a pas rendu sa mort plus facile. James Bryan Hellwig, alias The Ultimate Warrior, a gratifié les rings de la WWE de 1987 à 1992, avec un bref retour en 1996. Il a même fait une apparition à la WCW pendant quelques mois en 1998 sous le nom de The Warrior. Ce mec était partout. Après sa carrière de culturiste, The Warrior passe à la vitesse supérieure et se lance dans le catch professionnel. Avec Sting, ils ont fait vibrer le ring sous le nom de Blade Runners. Mais lorsque Warrior décide de faire cavalier seul à la WCCW, il mit fin à cette équipe légendaire. En 1987, Warrior fait sa grande entrée à la WWE, remportant rapidement le championnat intercontinental des poids lourds de la WWF. Non pas une, mais 2 fois en l'espace de 2 ans seulement. Puis, à WrestleMania 6, il bat le légendaire Hulk Hogan dans un match titre contre titre époustouflant, devenant ainsi le premier catcheur à détenir les 2 ceintures en même temps. Positionné comme le nouveau visage de la fédération, il se heurte au grand patron, Vince McMahon, pour des questions d'argent et tente de se libérer de son contrat. Bien qu'il ait fait son retour à WrestleMania 8, les choses se sont gâtées. Et en novembre 1992, il a été renvoyé pour usage de stéroïdes. En 1993, il abandonne son nom de famille pour adopter celui de Warrior et fait son retour à WrestleMania 12, mais sa carrière au sein de la WWF ne dure que 4 mois, marquée par de fréquents no-shows. 2 ans plus tard, il passe à la World Championship Wrestling, où il se retrouve mêlé à une histoire peu reluisante avec Hogan, qui atteint son paroxysme à Halloween Havoc. Après avoir pris sa retraite, Warrior s'est reconverti dans une carrière de conférencier motivateur. Mais il n'a pas pu résister à un dernier match en Espagne en 2008. Le décès de Warrior, le 8 avril 2014 à Scottsdale, en Arizona, à l'âge de 54 ans, a laissé un vide énorme dans le monde de la catch. Mais quelques jours auparavant, il était en pleine ascension lors d'un week-end qui s'est déroulé dans un tourbillon. Tout d'abord, il a été intronisé au Hall of Fame le 5 avril. Ensuite, il a fait vibrer la salle lors de WrestleMania 30 le 6 avril, avant de faire un retour triomphal à Raw le 7 avril, après 18 ans d'absence. Malheureusement, ces derniers instants ont été quelque peu tragiques. Alors qu'il se rendait à sa voiture avec sa femme, il s'est effondré, se serrant la poitrine. Transporté d'urgence à l'hôpital, il a été déclaré mort en un clin d'œil. Avant sa mort, ses collègues avaient remarqué qu'il avait l'air un peu mal en point dans les coulisses pendant le week-end de WrestleMania. Avant son décès, Warrior s'était marié 2 fois. Tout d'abord, il a dit oui à Shari Lynn Tyree le 2 octobre 1982 et ils sont restés ensemble pendant la plus grande partie de sa carrière à la WWE avant de se séparer le 22 mars 1991. Il a ensuite retrouvé l'amour avec Dana Vial, avec qui il s'est marié le 31 janvier 1999. Ensemble, ils ont eu la chance d'avoir 2 filles. Avant le décès de son mari, Dana A. Warrior était déjà une force en soi. Ancienne catcheuse professionnelle, mannequin et bodybuildeuse, elle a fait un pas dans le monde de la WWE en 2014 après le décès de son mari. Elle est devenue ambassadrice de la marque WWE et a même coprésidé le Warriors Gym à Scottsdale, Ultimate Creations Inc. Mais Dana ne s'est pas arrêtée là. En 2019, elle a plongé tête la première dans le domaine de la création, en rejoignant l'équipe créative de la WWE.
Elle a également fait partie de l'équipe de sensibilisation de la communauté jusqu'à ce qu'elle soit libérée de la WWE en 2023. Quant à savoir ce qu'elle fait ces derniers temps, c'est encore un peu mystérieux. Mais une chose est sûre, Dana Warrior se porte à merveille. Le prochain épisode s'accompagne d'un peu de drame, alors préparez-vous. Avez-vous déjà entendu parler de Brian Pillman? Si ce n'est pas le cas, c'est probablement parce qu'il est lui aussi décédé tragiquement trop tôt. Et oui, il faut être un fan chevronné des années 90 et du début des années 2000 pour se souvenir de lui, car c'est à cette époque qu'il a fait sa marque à la WWE. Brian, comme la plupart des catcheurs, est mort de complications cardiaques, laissant sa femme, Mélanie, gérer les 2 enfants qu'ils ont eus ensemble aux côtés de cet enfant issu de sa précédente relation. Son décès a en quelque sorte mis en lumière qui était vraiment Mélanie, suscitant la curiosité de savoir comment était leur relation lorsqu'il était en vie. Mais attendez, nous y reviendrons dans une seconde. Le décès de Brian est une déception parce qu'il n'a pas eu l'occasion d'exploiter pleinement son potentiel. Même s'il a remporté quelques titres, 2 fois champion poids lourd-léger de la WCW et 1 fois champion tag team de la WCW, les gens pensaient qu'il avait bien plus de potentiel en lui. Sa carrière a peut-être été courte, mais il a définitivement laissé une marque, laissant derrière lui un bel héritage. Brian était comme le Joker du catch. Son côté loose cannon, ses frasques imprévisibles et son talent ont fait de lui un véritable mystère sur la scène du catch. Il n'y a pas de meilleur moyen de faire parler de soi que de laisser tout le monde dans l'expectative, n'est-ce pas? Mais malgré ses talents sur le ring et tout ce potentiel, il a connu une période difficile avec de graves problèmes de drogue. Malheureusement, c'est une blessure causée par un accident qui l'a rendu accro à la drogue. En avril 1996, Brian a été victime d'un grave accident qui lui a endommagé les chevilles et même disloqué la mâchoire. Il a dû interrompre sa carrière de catch et c'est à ce moment-là que les choses ont pris une tournure sombre. Il a commencé à prendre des analgésiques, des stéroïdes et toutes ces drogues pour améliorer son corps. Et avant même de s'en rendre compte, il était devenu accro. La rumeur veut que son addiction l'ait conduit à une mort prématurée. Son décès a été un véritable choc, et il a eu de la chance que quelqu'un tombe sur lui au bon moment. Il a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Bloomington par les femmes de chambre. L'autopsie a révélé qu'une maladie cardiaque était à l'origine de son décès. On s'est demandé si sa forte consommation de drogue avait contribué au problème cardiaque ou s'il s'agissait d'une maladie génétique comme celle de son père. Quoi qu'il en soit, le fait est qu'il est parti et qu'il a laissé Mélanie s'occuper seule de 6 enfants. Bien sûr, les 6 enfants ne sont pas tous les leurs. Mélanie et Brian en ont tous les deux amené 2 de leurs relations précédentes. Mais tout de même, 6 enfants, c'est une sacrée paire de manches. La réaction de Mélanie au décès de son mari a vraiment déplu à certaines personnes. Ils ont estimé qu'elle n'avait pas le droit d'accorder une interview à Vince McMahon juste un soir après avoir perdu son mari. Les fans ont été déçus, mais pas vraiment choqués par la décision de McMahon. Ils n'attendaient pas grand-chose de lui de toute façon, mais le choix de Mélanie a été un tout autre niveau de déception. Certains pensent qu'elle l'a fait pour l'argent, et il semble qu'ils aient raison. McMahon a déboursé le reste du contrat de Brian, soit la coquette somme de 50 000 $ plus 65 $ provenant d'un spectacle commémoratif qu'il a organisé pour Brian. En plus de cela, il lui a donné 12 000 $ pour l'aider à payer l'acompte d'une maison. Cependant, Mélanie aurait utilisé la majeure partie de l'argent pour alimenter sa dépendance à la drogue, selon cet enfant. Malheureusement, son addiction a fini par faire des ravages et elle est décédée en juin 2022. Mais voici ce qui est choquant. Avant que cela n'arrive, elle s'est remariée. Et attention, pas des années après la mort de Brian, juste quelques mois plus tard. Bien que Mélanie n'ait jamais révélé le nom de son nouveau mari, elle a été très critiquée pour ne pas avoir montré une once de remords et pour avoir rebondi à la vitesse de l'éclair. Oui, c'est ainsi que Mélanie a géré les choses après le décès de son mari. Elle s'est précipitée sur une interview juste un jour plus tard, a englouti son argent pour alimenter cette addiction, a laissé cet enfant dans l'embarras et pour couronner le tout, elle s'est remariée moins d'1 an plus tard. C'est une femme emblématique, il faut le reconnaître. Que pensez-vous de la vie de ces femmes? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.